L'anesthésie pédiatrique humanitaire, c'est quelque chose de très particulier. Alors je vais essayer de vous présenter ça de façon à ce que si vous en faites ou si vous voulez en faire, vous vous sentiez un peu plus préparé. Donc pour moi, mais c'est un point de vue tout à fait personnel, c'est un devoir collectif pour la communauté médicale. Nous avons la chance d'avoir un métier qui fait qu'on peut aller aider, donc pourquoi ne pas le faire? Je ne veux pas culpabiliser ceux qui n'en font pas. Simplement un point de vue. Je me souviens quand j'ai travaillé à Lille, les gens me disaient « Oh, c'est bête, je voudrais partir, mais j'ai des petits-enfants. » Et les gars, moi quand je pars, vous prenez mes gardes, vous faites mes salles. Vous participez au truc. Donc il faut avoir une vision un peu à 360 degrés. C'est pas celui qui part on est juste l'ambassadeur, quoi. Mais quand vous partez, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui font le job à votre place ici. Et je pense qu'il faut se rendre compte de ça et ça permet de rester. C'est un esprit d'équipe aussi de réaliser ça, de dire ben oui, mais voilà. C'est une opportunité parce qu'on a une spécialité qui veut ça. Si on était stomato ou quoi, c'est un peu plus compliqué parce que c'est déjà anesthésiste, on peut servir dans beaucoup de spécialités et c'est parfois une chance dans la vie parce que voilà, on est directement utile. Oui. Alors il y a différentes façons de voir les choses. Ça c'est les opérations extérieures, ça c'est l'armée, ça c'est l'humanitaire et ici c'est MSF, Croix-Rouge, enfin tous les trucs. Donc il y a de tout. Donc les militaires, ils partent que dans l'urgence. Ils sont équipés, ils sont entraînés, il y a une hiérarchie, enfin, voilà, donc ils font de l'humanitaire, mais à leur façon. MSF, Croix-Rouge, tout ça, ben, c'est pour les situations de crise aussi, souvent dans les camps, dans les trucs comme ça, mais ils font parfois plus, donc c'est surtout des urgences. Le but, c'est de sauver des vies et éventuellement de faire d'autres choses à côté. C'est des équipes formées. Et il y a toujours une excellente logistique. La logistique des MSF, la Croix-Rouge, tout ça, c'est des trucs qui roulent. Et puis il y a les autres, on fait que de l'électif, mais de tout. Le but, c'est d'améliorer la qualité de vie de ces enfants et d'éviter la mortalité. Parce que la mortalité, ça peut casser un programme. C'est toujours des équipes hétérogènes. Parfois les gens se connaissent, parfois pas. Et la logistique, c'est compliqué. C'est compliqué pour diverses raisons, mais c'est compliqué. Alors, les motivations, mais ça dépend. On peut avoir un idéal altruiste ou bien des liens d'amitié avec un ancien interne qui était venu et vous avez pris des liens et qui dit « Tiens, tu pourrais venir m'aider ». On peut avoir le goût de l'aventure ou pour l'enseignement. On peut faire des missions dirigées sur l'enseignement. Au Mali, avec Émilie, il y avait une mission sur la LR, apprendre la LR aux collègues locaux. Donc, c'est en soi aussi une autre façon de faire l'humanitaire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est partir parce qu'on a une déception amoureuse ou professionnelle, ça c'est pas bon. Parce qu'on est déprimé ou en burn-out, non. Il faut être bien dans ses baskets. Parce qu'on va affronter de l'imprévu, il faut être prêt à sortir de sa zone de confort. Donc il faut être bien dans sa peau. Oui. Donc profil idéal, il faut être facile à vivre, flexible, avoir une bonne expérience clinique, parce qu'on sera moins bien équipé, un bon esprit d'équipe, une bonne santé physique et mentale, j'ai déjà dit, être patient, parce que le rythme est toujours différent. Il faut respecter une charte de bonne conduite. Toutes ces organisations ont une charte de bonne conduite. Parce que quand on est là-bas, on représente son pays, une ONG, son hôpital. Donc on doit avoir un respect des habitudes locales, des religions, des trucs pour... Voilà, il ne faut pas mettre le bousouf, quoi. On est là pour aider, on n'est pas là pour passer des vacances. Oui. Alors, l'équipe, c'est souvent des bénévoles et des agents locaux. Le problème, c'est souvent qu'il y a des attentes différentes et qui ne sont souvent pas exprimées. Et donc, parfois, on est étonné, nous, on croit qu'on a fait une bonne mission, et les gens sur place, on dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, et ça peut être qu'ils n'ont pas été payés. Par exemple, s'ils avaient travaillé normalement, ils auraient peut-être été payés. Nous, on vient, on ne se rend pas compte qu'en fait, quand nous, on vient, ils ne sont pas payés. Donc, ils ne le diront pas. Mais quelque part, ça peut changer la façon de voir les choses. Parfois, des différences culturelles, de compétences. Les compétences et les expertises sont parfois pas ce qu'on croit, mais c'est toujours complémentaire. Oui. Et donc, vous voyez ici,
Ça, c'était une mission au Mali. Là, on avait l'habitude, on partait toujours ensemble. Et ça, c'est une mission à Haïti. Et vous voyez, je me suis retrouvé à travailler avec des gens que je ne connaissais pas. Lui, c'est un Haïtien qui vit au Canada et lui, c'est un Américain. Et donc, il faut apprendre à travailler ensemble, quoi. Alors, le problème de l'équipe locale, c'est que la formation, c'est très variable. Et souvent, il n'y a pas de formation pédiatrique. Les compétences, technicien, ils considèrent souvent qu'un technicien d'anesthésie, c'est une infirmière. C'est compliqué parce qu'il y a des problèmes de diplôme. On n'appelle pas les mêmes choses de la même façon. La hiérarchie, c'est compliqué parce que ce n'est pas nécessairement le meilleur qui est le chef. Il y a parfois des trucs d'âge ou de communauté ethnique qui jouent, donc, ou même de politique qui jouent. Donc, il faut, voilà, on fait avec ce qu'on a. Et parfois, il y a des médecins anesthésistes réanimateurs, mais quand il y en a, ils ne sont pas là, souvent. Parce qu'en fait, ils font le reste. Ils ont les consultations, ils ont l'ARIA, donc, c'est pas parce qu'ils ne sont pas là qu'ils ne s'intéressent pas, c'est qu'ils doivent faire tourner leur truc comme d'habitude. Et que nous, quand on vient, on fait, si on fait une équipe de fente labiopalatine, on fait entre 6 et 10 cas par jour. Et ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce rythme-là de turnover, quoi. Donc les infirmières sont crevées, eux, il faut d'autres trucs. Donc quand on y va, on les met sous pression importante, oui. Quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque geste qu'on fait, c'est une occasion d'apprentissage. Vous voyez, ça c'est Chantal Chazelet de Grenoble qui apprend à un Éthiopien à bien tenir son masque. Donc c'est important, oui. Il faut la communication aussi. Donc souvent les gens ne parlent pas bien français ou anglais. Donc parfois il faut faire des petits trucs pour avoir l'élémentaire. T'as faim, t'as faim, t'as soif, Il faut parler lentement. Nous on parle vite. Et dans les pays où la langue française n'est pas habituelle, parfois c'est comme si nous on va en Espagne ou quoi qui parle. Même si on a une rudiment en espagnol, on est perdu. Et attention, un oui ne veut pas toujours dire oui. Donc il faut se méfier. Parfois on dit oui pour vous faire plaisir, alors qu'ils auraient mieux fait de dire non. Mais voilà. Oui. Donc en général, on a un matériel assez rudimentaire. De temps en temps, on a ça, hein, ça arrive. Ça, c'est une salle de chirurgie cardiaque. Ben oui, là, il y a tout. Mais de temps en temps, ça, il y a des trucs comme ça. Ça, c'est une opération SMILE. C'est un petit ventilateur, enfin un petit respirateur. C'est pas un respirateur, c'est un vaporisateur. Vous avez de l'air et de l'oxygène si vous voulez. Et regardez, il y a des machines d'anesthésie qui servent à rien. En fait, les machines d'anesthésie, souvent dans les pays où on va, ça ne sert qu'à mettre un vaporiseur pour donner des gaz, mais tout le reste est hors d'usage. Oui. Dans les pays anglo-saxons, on peut utiliser parfois ce qu'on appelle l'anesthésie inspirée, c'est la draw-over, donc où il n'y a pas d'oxygène sous pression. Donc, vous voyez, c'est des systèmes très particuliers, avec des vaporisateurs très particuliers. Si vous devez partir dans un pays comme ça, il faut aller regarder, c'est Diamedica qui fait le Glostavent. Et ils ont des trucs sur YouTube qui vous rendent familier avec ça en 10 minutes, qui sont très bien faits. Oui. Donc on peut avoir de tout. Ça, vous voyez ici, ça c'est un enfant qui a marché sur une mine. Et donc il a des éclats partout. Et donc on a une petite perf avec un peu de kétamine, un oxymètre, de l'oxygène, qui est prêt. On ne le donne pas pour économiser parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et ça c'est le chirurgien qui fait son truc. Alors, il faut aussi s'attendre à des pannes d'électricité. Donc, voilà, ça arrive. Que l'entretien du matériel, que l'air peut être conditionné ou pas. Que quand c'est conditionné, c'est parfois très froid. Quand c'est pas, c'est parfois très chaud. Que l'hygiène des locaux et du matériel, ils font leur possible. Ils font leur possible. Parfois, c'est parfait. Parfois, c'est bon. Et quand parfois, on utilise 2 tables par salle. Donc, vous voyez, ça, c'est en Inde. Il y a... Chacun a son petit vaporisateur et on travaille à 2 par salle pour augmenter le rendement. Alors, salle de réveil, c'est souvent rudimentaire, parce que souvent il n'y en a pas. Donc, il faut essayer d'avoir de l'oxygène à un saturomètre. Il y a un risque d'hypothermie qui est important, parce qu'il n'y a pas d'ERCO, donc il y a parfois beaucoup de courant d'air pour qu'il ne fasse pas trop chaud. Et la qualité de la surveillance, c'est
En général, c'est au plus vite il est parti, au mieux ça va. Donc, en gros, ça veut dire que vous ne pouvez pas laisser un enfant à moitié endormi rentrer en salle de réveil. Il doit être nickel, en termes de voies aériennes, en termes de volémie. Point de vue médicaments, il faut aussi savoir à quoi on s'attend. Donc, on a souvent du sévoflurane maintenant, mais parfois on a de la lotane, donc il faut se rappeler un petit peu. C'est souvent du fentanyl, souvent il n'y a pas de célocurine parce qu'il n'y a pas de frigo. Est-ce qu'il y a d'autres curares? Propofol, adrénaline, perfusion en général c'est du NaCl, vous n'aurez peu de laryngeur lactate. Ça a été fabriqué où? Souvent c'est indien, chinois. Conditions de conservation, si vous avez le moindre doute, vous ne prenez pas. Quel est le stock? Qu'est-ce que j'ai pour faire ma semaine? Et les sondes endotrachéales, c'est très... Il y a toutes sortes de modèles de sondes endotrachéales, et l'idéal c'est de venir avec les vôtres. Autre, ce qu'il faut avoir dans ses bagages, en plus de son stéto, c'est un laryngoscope et des lames, le vôtre, des guides d'intubation ou ce qu'il faut, un masque facial de chaque taille, au moins vous êtes sûr de l'avoir, 2 masques laryngés de chaque taille, 2 sondes endotrachéales de chaque taille, un circuit accessoire d'anesthésie ou un ambule, un truc qui vous permet de pallier au manque local, des aiguilles d'ALR et d'anesthésique locaux, un aérosol de salbutamol et de l'acide tranexamique. L'acide tranexamique, parce que quand ça saigne parfois, vous n'avez que ça. Le salbutamol, on a l'idée qu'en fait, quand on va dans un pays sous-développé, il n'y a pas de pollution. C'est pas vrai. Il y a la poussière, il y a toutes les fumées des feux partout, il y a les bagnoles qui roulent en faisant... Donc vous avez des enfants qui sont exposés à une pollution aéroportée importante. Et donc, en général, même s'ils ont l'air bien, les bronchospasmes et tout, c'est fréquent comme tout, simplement parce qu'ils ont des voies aériennes hyperréactives. Donc le salbutamol, c'est vraiment utile. Et si possible, si vous pouvez venir avec un laryngoscope et un échographe, là, mais... Et donc il faut aussi des ciseaux, des sparadrap, lampe de poche, tenue de bloc, sabots, biscuits secs, pharmacie et un peu de pellicule. Du chat et du chien. Donc, en fait, ce qu'on va souvent rencontrer, ça c'est des cas de chirurgie plastique, c'est soit des pathologies connues mais évoluées. Vous voyez, ça c'est une fente labiopalatine, mais il y a des dents et tout, donc pour le chirurgien c'est compliqué. Pour eux aussi, parce que c'est souvent des intubations un peu compliquées, parce qu'il y a les dents, c'est tout dur, c'est compliqué. Ou bien des trucs inconnus, ça c'est un oma. Donc voilà. Mais il y en a aussi la malaria, les parasitoses, il y a plein de trucs qu'on doit regarder, faire une goutte épaisse au moindre doute. Donc on fait la consultation avec le chirurgien. Et donc on fait ça de façon simultanée et collégiale parce qu'il doit nous dire « je voudrais faire ça, est-ce que tu es d'accord? Qu'est-ce que tu en penses ?» Donc c'est vraiment le risque médico-chirurgical qui est évalué ensemble. Donc c'est souvent assez rapide, donc il faut se faire une idée en 5 minutes, ausculter, regarder l'enfant et poser quelques questions. Voir le risque en fonction de l'âge. Donc il y a par exemple les Américains n'opèrent pas en dessous de 2 ans. Voilà, c'est une façon simple de régler le problème. En général, on vous dit pas en dessous d'1 an. En pratique, ça dépend beaucoup. Par exemple, si on sait qu'on revient dans 6 mois, on peut dire aux parents, revenez dans 6 mois et on s'occupe de... Voilà, on priorise cet enfant-là. Si on n'est pas sûr de revenir et que c'est peut-être la seule chance de cet enfant, parfois on prend un risque. Voilà, c'est ça que je voulais dire, il faut faire attention à tout ça. Alors, consultation en anesthésie, donc il y a les antécédents souvent, c'est pas. Facteur de risque, c'est l'âge, moins d'1 an. L'anémie, la malnutrition, il faut faire attention à la malnutrition. La malnutrition, c'est quelque chose, il cicatrise mal, il ne supporte rien du tout, et point de vue pharmacologique, on ne sait pas où on va. La chirurgie, ça fait partie des éléments de choix. C'est où qu'on opère, ça va durer combien de temps? Est-ce qu'il y a un risque important de saignement? Et comment est-ce qu'on va faire l'analgésie post-opératoire? Ce n'est pas parce qu'on est en humanitaire qu'il ne faut pas s'occuper de tout ça. Et est-ce qu'il y a d'autres trucs qui peuvent nous embêter? On a eu un enfant qui avait une fente labiopalatine médiane.
et qui avait visiblement un hypertellurisme. Donc il y avait quelque chose qui n'était pas juste. On a demandé un scanner, heureusement qu'il y avait un scanner, on a mis holoprosencéphalie grave avec les deux. Donc son enfant ne parlait pas et il avait les deux lobes cérébraux séparés. Donc on a pris la décision de ne rien faire. Parce que ça a été mal vécu par les parents. Parce qu'on a dit, mais pourquoi vous n'opérez pas lui et lui bien? Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et ils sont revenus 3 fois, 3 années de suite. Oui. Donc il faut essayer d'avoir l'âge précis, ça c'est... Mais parfois on y arrive, parfois il y a des endroits où il y a des registres bien faits et ou des petits carnets de santé. Le poids, ça c'est important. Mais le problème c'est qu'il ne faut pas comparer le poids au poids des enfants de chez nous. Il faut comparer au poids des enfants du pays. Parce que nos courbes de poids ne sont pas les mêmes que les américaines et les courbes de poids à La Réunion ou en France ne sont pas les mêmes qu'au Mali ou au Niger. Donc il faut... Mais souvent il n'y en a pas. Mais ne vous étonnez pas, vous allez voir des petits qui ont l'air très vifs. Et en fait, vous croyez qu'il a 6 mois et en fait, il a 1 an et demi. Donc, c'est ça les problèmes de développement. Donc, toujours prévoir une sonde plus petite que l'âge, en fait. Vérifier qu'il n'y a pas de souffle. S'il y a un souffle, il faut le documenter. Et regarder, bien sûr, comme d'habitude, est-ce qu'il y a un risque d'intubation, de ventilation difficile. Ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir une saturation à l'air. Si vous avez un petit saturomètre portatif, vous le faites ça à chacun, tout le monde est content, les parents sont très contents, et il n'a que 90, qu'est-ce qui se passe? Donc ça vous met un peu la puce à l'oreille, peut-être qu'il est infecté ou quoi. Bien sûr, c'est aussi important quand vous allez travailler en haute altitude. Le taux d'hémoglobine, c'est important, parce que parfois, on ne se rend pas compte, ils vivent bien et tout, parce qu'ils ont 8 d'hémoglobine. Quand ils auront été opérés, ils n'auront peut-être plus que 6. Donc est-ce que ça va encore aller? Donc, il faut se poser la question, on ne va pas les transfuser, mais... Donc, carences en fer et vitamines sont souvent fréquentes. Moi, j'aime bien, mais bon, ce n'est pas souvent appliqué, qu'on leur donne des vitamines. Donc, quand ils viennent pour la consultation, on dit aux parents, vous donnez des vitamines, donc 2 fois par jour, ça ne coûte rien. Et avec les vitamines qu'il y a là-dedans, ça peut booster leur fer, leur vitamine B12, des trucs. Et comme ça, en post-op, ils continuent en post-op. Donc, au moins, en post-op, ils ont quelque chose qui les booste bien pour avoir un post-op correct. L'abord veineux périphérique, ça peut être compliqué chez les petits à la peau foncée. Attention, s'il y a une fièvre ou en zone endémique, faire une goutte épaisse. Hein. Et méfiez-vous, HIV, hépatite, ça existe. Et parfois, on ne vous le dit pas. Oui. Donc, voilà, comme j'ai dit là tout de suite, attention, l'exposition chronique à tout ça, ça vous donne des infections chroniques. On peut aussi avoir la tuberculose ou des ascaris qui passent dans les poumons. Donc tout ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, le salbutamol, c'est important. Risque d'hypothermie, c'est quelque chose qu'on souvent on oublie, mais en fait, on a tellement dit, oh, il fait chaud, donc il y a la clim. Et en fait, la clim, ça fait un courant d'air froid sur l'enfant, et donc ils se refroidissent à des vitesses catastrophiques. Et donc, si vous ne faites pas attention à ça, vous vous retrouvez au bout de 3 minutes avec un enfant qui est devenu impeccable, parce qu'il est en vasoconstriction. Donc, il faut faire attention, soit on recouvre l'enfant dès qu'il arrive, soit le plus simple, c'est de couper la clim à l'induction. C'est un peu désagréable pour tout le monde, ça ne dure pas très longtemps, mais ça permet d'aller plus vite et d'éviter de le piquer 5-6 fois alors qu'il avait des belles veines. Analgésie post-opératoire, on n'a pas grand-chose. Paracétamol, INS, éventuellement de l'analbufine s'il y en a en salle de réveil, et les ALR, c'est là que ça fait des miracles, parce que vous avez une analgésie qui dure 6-12 heures, et ça permet de passer un cap, et qu'une fois que l'enfant peut être réalimenté, il prend des choses par la bouche. La première anesthésie, il faut faire gaffe, c'est le test. C'est là que vous allez voir vraiment ce que chacun peut et sait faire. Donc, vous prenez un cas pas trop difficile, pas trop petit, pas trop long, et vous expliquez le plan d'anesthésie à l'équipe locale. Donc, on va l'endormir comme ça, on va faire ça et ça. Et donc, toi, tu as déjà intubé? Oui, tu vas l'intuber. Tu sais piquer? Oui, toi, tu vas piquer. Et on regarde. Et là, on va se rendre compte que celui qui dit qu'il a déjà intubé, il ne sait pas tenir un laryngoscope, hein, et que celui qui pique, il pique bien. Donc voilà, on peut déjà savoir, et donc savoir sur quoi on va cibler l'enseignement et ce qu'on va aider. Vérifier le matériel, vérifier la dilution des médicaments. Attention, ça c'est...
je constate la même chose en Belgique, donc c'est pas. Mais les règles de 3, c'est quelque chose de très compliqué pour certaines personnes. Donc il faut faire attention. Ils peuvent mettre 10 fois plus en toute bonne foi. Donc il faut vérifier, éventuellement faire un petit calcul avec eux pour leur expliquer, parce que ça peut servir après. Vérifier les fixations des sondes, vérifier que tout tienne bien. Donc ça permet de vérifier les compétences. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc ça prend un peu plus de temps cette anesthésie-là, et tout le monde est pressé, chirurgien. Mais non, ça mettra le tempo pour tout le reste de la semaine. Il faut avoir un protocole d'anesthésie. Il faut garder ces standards. Vous faites un protocole et vous écrivez tout ce qu'il y a dedans. Il faut faire un rapport de mission. Envoyer un rapport, on a fait ça. D'habitude, ça se fait à la chaîne de l'espoir, ça se fait automatiquement, mais il faut le faire parce qu'il y a des gens qui ne remplissent pas, et c'est important, ça permet d'évaluer la qualité de ce qu'on fait. Alors, je vais vous montrer, ça c'est l'opération SMILE, donc ils ont mis 6000 cas. C'est le modèle américain. Ça veut dire quoi le modèle américain? On arrive avec tout. Donc, tout le matériel, toutes les infirmières, pour la chirurgie plastique, les orthophonistes, les psychologues, machin, donc tout. Et les gens locaux, ils peuvent un petit peu toucher ou regarder, mais c'est tout. Et donc ils font. Et tous les matins, on dit on a fait autant de cas hier, youpi. Enfin, c'est vraiment à l'américaine. Et quand ils partent, il y a une équipe qui reste quelques jours après, puis ils partent, et puis voilà. Donc c'est comme ça, c'est un modèle. Et donc ici, ils ont fait, sur base de leur rapport de mission, ils ont regardé les complications qu'ils ont eues, en fonction des âges des patients. Donc vous voyez, ça c'est les statistiques d'après-côte, c'est 3,5% de complications. Enfin, c'est 1,7% pour les complications respiratoires. Et donc ils ont regardé, vous voyez, laryncospasme, bronchospasme, extubation. Donc ils ont noté ça. Et donc, vous voyez que en dessous de 4 ans, ça va. Mais en dessous de 4 ans, là, ouf. Alors que c'est des anesthésistes américains et des infirmières de salle d'op qui ont l'habitude, enfin, des infirmières anesthésistes. Donc, c'est des équipes très compétentes qui font ça. Et malgré ça, waouh! Donc, c'est risqué l'anesthésie en humanitaire. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, eux, ils ont décidé de ne plus faire en dessous de 2 ans. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il est important d'avoir un retour quand on revient, de rendre l'information quand on revient de mission pour savoir j'ai eu autant de laryngospasme, j'ai eu tel truc. Comme ça, on peut réfléchir et améliorer le travail la fois suivante. On a un problème avec la crise de l'humanitaire pour le moment. On a une crise dans l'humanitaire. Parce qu'en fait, le modèle qui a été choisi ne fonctionne pas. Donc tous ceux qui font de l'humanitaire régulièrement se rendent bien compte que les pays où on va depuis 20 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a eu une fuite des cerveaux, mais fondamentalement, sur place, sauf exception, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc ils sont restés dans un état de dépendance. Donc il y a quelque chose à faire. C'est en grande partie dû aux politiques de santé de leur pays. Ce n'est pas de notre faute à nous, mais il n'y a pas de sous, il n'y a pas de trucs. Donc voilà, les gens ne sont pas bien payés. Donc, mais c'est un problème. Donc on a répondu à une demande immédiate, on a soigné des enfants, on leur a changé la vie, mais ce qu'on espérait, c'est de devenir un jour inutile, ne se réalise pas. Donc le modèle européen du type chaîne de l'espoir, où on va sur place pour enseigner, donc en même temps on soigne et on enseigne, c'est le meilleur modèle, mais il faut vraiment un soutien politique local, sinon ça ronronne. Oui. Maintenant, il y a un autre problème, c'est qu'on a des difficultés de recrutement, parce que tout le monde est à court de personnel. Si vous allez dire à votre chef de service, je voudrais partir 3 semaines en humanitaire, il va vous dire, oh, donc on est partout, même les infirmières aussi, donc tout le monde a un problème de turnover des gens. Il y a aussi la peur des conditions de travail, et le problème de sécurité aussi. Voilà, on part dans des pays, parfois tout va bien, et puis quand on arrive, ça n'allait plus si bien que ça. Et puis, il y a un problème de financement. C'est la crise partout. Donc, vous avez toutes les histoires de Trump. Bon, USAID, c'est une catastrophe. Et les gens donnent moins. Enfin, il y a des ressources qui diminuent. Donc, il y a un problème là. Oui. Ça, c'est un truc qui est effarant. Ce sont des Africains eux-mêmes qui ont fait ça comme étude. Donc, c'est tous les grands centres
il y a des grands centres, des petits centres en Afrique, francophones et anglophones, et ils ont fait, vous voyez, une sorte de statistique de ce qu'ils font. Donc c'est de nouveau le sommet de l'iceberg parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui n'ont pas le temps de faire ça. Et donc, mortalité 2,3%, taux de complication 18%. Donc c'est 11 fois plus que dans nos pays. Mortalité le jour de la chirurgie, 23%. Et vous voyez que dans 12% des blocs opératoires, il n'y a pas d'atropine, dans 15%, il n'y a pas d'adrénaline. Donc il y a un problème structurel aussi. Donc ils ont besoin de formation, mais aussi d'améliorer l'accès aux soins des enfants. Donc voilà, c'est fini. Pour moi, la médecine humanitaire, c'est un devoir, parce qu'il y a 3/4 des enfants n'ont pas accès aux soins médicaux. C'est une opportunité, une chance de vie, et en plus, quand on revient, on se rend compte qu'on a reçu plus que ce qu'on a donné, et on râle un peu moins sur nos misères locales. Merci. Moi, j'ai quelques petites questions. J'ai fait pas mal d'humanitaire. J'ai jamais été dans un bloc où on avait de l'air médical, tout le temps de l'oxygène pur. Et quand en consultation, on a un énorme souffle, Oui, on est embêté. on ne sait pas quoi faire. Oui. Est-ce qu'il est peut-être pas restrictif et que s'il a une énorme CUV, on sait Oui, ben, donc c'est on ça. les fait, on On ne le s'occupe fait pas pas, d'eux. non. Non, c'est pour ça, il faut connaître ce qu'on a sur place et choisir et dire, voilà. Et j'ai jamais connu de mission où, à part les NOMA, où il y avait des infirmières SUS qui je vois. restaient tout le temps sur place, c'était Oui. au Burkina. Et pas de transmission, c'est difficile. Oui. Ici, on a accueilli des internes malgaches, on en a eu seulement 4. Il y en a 2 enfin, ils sont tous retournés au pays, ça c'est bien, parce que parfois, Ouais, c'est ça. en fait, on les débauche et puis ils restent dans les pays développés et puis ils fuient. Mais la transmission, je trouve que c'est difficile. Il y a un mélange de gènes peut-être Oui. de leur part. Enfin, on a du mal à transmettre. Ouais. Et si on transmet pas, sert à c'est rien. comme USAID, quoi. Ici, dans cet hôpital, on part souvent avec Frédéric Sauva qui nous écoute et Médecins du Monde. Oui. Alors c'était Médecins du Monde, mais maintenant c'est peut-être la chaîne de l'espoir. Eux, ils ont les chirurgiens qui sont en salle avec eux. Oui, c'est ça. C'est la philosophie. Ils continuent à opérer les patients. Il y a vraiment un lien, quoi. Et nous, on ne trouve pas les anesthésistes. On les cherche partout, on ne trouve pas. Et c'est dommage, parce qu'en fait, on ne transmet pas. Donc nous, ce qu'on avait réussi à faire à Bamako, c'est qu'on demandait qu'on ait pendant toute la semaine le même infirmier. C'est ce qu'on fait. Tu vois, pour dire, on forme quelqu'un qui va pouvoir former les autres après. Ça marchait bien. Mais le problème, c'est qu'après, quand ils sont formés... Les infirmiers anesthésistes sont toujours là, mais jamais les anesthésistes. Oui. Mais ils ont trop de travail. Ouais. On a cherché, on a demandé... ils sont souvent occupés, il y a la réa, il y a plein de trucs, d'autres salles d'op. Mais souvent, il faut être proactif pour aller demander. Et alors, il y a des choses qu'on ne se rend pas compte, mais... Donc, quand nous, on vient, on occupe 2 ou 3 salles. C'est des salles où, normalement, il y a du travail, où les gens gagnent leur vie. Et quand nous, on vient, le neurologue, le neurochir, l'urologue, tout ça, ils sont en congé pour la semaine, ils ne sont pas contents. Donc, c'est compliqué. Ça va. Donc, ou les gens qui ne sont pas payés. Moi, j'ai découvert ça, que le type me dit, je m'étais payé un petit peu. Non. Ah. Donc, quand on s'en va, ils prennent le matériel qu'on a laissé pour la mission suivante et ils le revendent et puis ils se font des sous avec ça. Et on ne peut pas leur reprocher.